D'abord, un grand bonjour à ceux qui nous rejoignent là sur ce temps Covid. Marins dans la tempête, on avait souhaité vraiment parler des thématiques assez lourdes qui occupent l'actualité des gens de mer depuis quelques temps maintenant, et donc depuis 2 ans, la crise sanitaire. Et pour commencer, allez-y. Pour commencer, j'aurais voulu savoir à main levée combien de marins on avait dans la salle. Ne soyez pas timides. De marins ou de retraités, bien sûr, marins d'avant, marins d'aujourd'hui. Très bien. Combien parmi vous maintenant ont dans leurs proches, dans leur milieu familial, amical, des marins? D'accord, très bien. Et enfin, qui parmi vous n'appartient pas du tout au milieu et vient par simple curiosité intellectuelle pour découvrir ce domaine un peu spécifique? Très bien, merci à vous et bienvenue. Alors après avoir vu cette première thématique avec le film En rade et l'association Mort Glace, dont je remercie encore Jean-Paul Elquin pour son intervention, on vous propose maintenant de s'arrêter sur le sujet de la crise sanitaire mondiale. Donc, à notre modeste échelle, on ne va pas tenir une conférence et on ne prétend pas du tout avoir la science infuse. On a essayé de regrouper un petit peu toutes les études qu'on a pu trouver sur le sujet et surtout interroger les marins, parce que c'est comme ça qu'on aime procéder à 1000 marins, c'est en expliquant et en donnant la parole aux marins. Alors aujourd'hui, grâce à François qui a bien voulu m'accompagner sur cette intervention, François Alain-Matte, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, bonjour. Donc je suis François Alain-Matte, je suis capitaine de la marine marchande de formation. J'ai navigué d'abord sur les cargos, la Havraise pour ceux qui connaissent, et donc sur les pétroliers de la SO. Et ensuite, j'ai géré la compagnie Penarbed à Brest en tant que capitaine d'armement. La compagnie Penarbed n'est pas la BAI comme ça a été mis dans la presse. C'est la compagnie Penarbed, c'est la compagnie qui fait les liaisons avec les îles Saint, Molène et Ouessant à partir de Brest, marchandises et passagers. C'est plus petit que la BAI bien sûr, mais c'est plus sportif parce qu'on assure les liaisons tous les jours, toute l'année. Alors merci beaucoup. Et pour nous accompagner également en différé, on a fait appel à un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc on avait étudié l'option visioconférence, mais c'était compliqué aussi. Alors finalement, on le fait en différé. Donc Paul Touret nous a apporté son témoignage en interview il y a quelques semaines maintenant. Donc Paul Touret qui est directeur de l'ISEMAR, l'Institut supérieur de l'économie maritime qui est basé à Nantes-Saint-Nazaire, qui va nous donner un petit peu de perspective en fin de séance. Et puis Pierre Blanchard, qui est président de l'AFCAN aujourd'hui, donc l'Association française des capitaines de navires, et qui est lui-même capitaine de gazier. Il est actuellement embarqué sur un gazier en sortie de chantier en Corée, et donc au mois d'octobre, pendant sa quarantaine, il nous a accordé une interview et a apporté son témoignage de capitaine. Pour compléter tout cela, on se base aussi sur 2 interventions qui ont eu lieu assez récemment. Donc la première, celle d'Hubert Ardillon, qui est vice-président de l'AFCAN et qui a tenu une conférence avec le Port Center du Havre le 1er juillet dernier, dans le cadre de leur exposition Marins d'abord. Donc on remercie chaleureusement le Port Center de nous autoriser à diffuser quelques extraits. Et sur notre site internet, dans quelques jours, vous retrouverez le lien vers la conférence en intégralité pour ceux qui veulent prolonger le sujet. Et dernière intervention dont on va se servir aussi, celle de Jean-Philippe Chateil aux Assises de l'économie de la mer qui se sont tenues le 14 septembre dernier et qui ont été organisées par le groupe Le Marin Ouest France, que l'on remercie également pour leur autorisation de diffusion. Alors, nous avons tous été touchés par cette crise de manière différente, à différentes échelles. Les médias ont couvert et continuent à couvrir le sujet du Covid-19 d'une manière assez dense, mais finalement, sur l'impact de la crise sur les gens de mer, on a dit très peu de choses. Et surtout très peu de choses au regard de l'importance de leur rôle dans le fonctionnement du monde, dans l'économie mondiale et dans nos vies quotidiennes. Donc pour replacer quelques éléments de base pour ceux qui
connaissent moins le monde de la marine marchande que d'autres. Les marins de commerce, ce sont environ 1 600 000 marins à travers le monde, pour environ 60 000 navires. Donc on parle de navires à passagers, paquebots, ferries, et de navires de charge, donc pétroliers, porte-containers, vraquiers, gaziers, etc. Sur ces navires, ce sont 85% des marchandises transportées dans le monde qui sont convoyées vraiment par la voie maritime. Donc on se rend compte du poids de cette activité sur l'économie mondiale. Alors pour la petite histoire, ça m'a fait plaisir de remettre une carte de l'AIS pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour nos yeux de terriens, on ne se rend pas compte du trafic qui se passe loin de nos yeux. Donc pour les faire fonctionner, ces 60 000 navires, on a besoin de marins à bord, et en fonction des types de navires, ça change un peu, mais on va simplifier. En moyenne, on a besoin de 15 à 30 personnes à bord. Et dans ces 15 à 30 personnes, ce sont des marins qui parfois viennent de 10 pays différents et dont les conditions de travail dépendent de cette nationalité. Donc conditions de travail, rémunération, temps d'embarquement, etc. Alors François, est-ce que vous pouvez nous expliquer en premier lieu, ce métier de marin, il est réputé pour être différent, pour être particulièrement difficile. En quoi exactement c'est un métier pas comme les autres? Effectivement, même en dehors des situations exceptionnelles comme cette pandémie-là, le métier de marin, c'est un métier difficile, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier très difficile. Lorsqu'on part, si vous avez des familles, vous êtes des familles de marins, vous connaissez la situation. Lorsqu'on part pour un embarquement, eh bien on quitte sa famille, sa vie sociale, ses amis, etc. Et on part non pas pour voyager, comme c'est souvent l'image du marin de commerce qui part pour faire un grand voyage, mais on part pour habiter un bateau pendant 2-3 mois, et ce lieu sera le lieu de vie et de travail. Donc le marin va rester à bord pendant tout ce temps. Et ce lieu de vie et de travail, c'est un lieu qui est toujours en mouvement. Et c'est un lieu qui est très fatigant. Donc bien sûr, le bateau est toujours en exploitation. Il faut savoir qu'un porte-conteneur est en haute mer à peu près 70% du temps. Le reste, c'est des entrées de port, sorties de port, en chargement, déchargement, donc ça bouge constamment. Les équipages, bien sûr, sont relevés, et tout l'équipage n'est pas relevé en même temps. Donc, pour pouvoir avoir une continuité de gestion du bateau, on relève les marins par petits groupes, ce qui fait qu'il y a toujours un mouvement dans l'équipage aussi. De plus, le travail se fait par quart, 7 jours sur 7 et par quart. Donc tout ça fait que la vie est en perpétuel mouvement sur un bateau. Et c'est très fatigant parce que le bateau c'est un lieu très bruyant. Par exemple, sur un porte-conteneur, il y a 85 000 chevaux. Donc ça veut dire que le château dans lequel habitent les marins est posé sur un moteur de 85 000 chevaux qui fonctionne constamment. C'est très bruyant. Il y a les vibrations, il y a bien sûr les mouvements du bateau et le décalage horaire. Il faut savoir que quand on fait une route est ou ouest, ou l'inverse, on change d'heure tous les jours. Alors vous vous imaginez de faire un quart, par exemple minuit à 4, et de midi à 4 heures, avec un changement d'heure tous les jours. Bon, c'est épuisant, c'est évident. Et donc, de plus, il y a la pression technique, parce qu'il faut savoir qu'en mer, les marins ne peuvent compter que sur eux-mêmes. À terre, quand on a un souci, on appelle une entreprise. Quand un bateau est en mer, s'il y a un problème technique, les 20 marins du bord doivent se débrouiller eux-mêmes. Donc c'est une vraie pression. Et bien sûr, il y a la pression commerciale, puisque un bateau coûte très cher. Une journée de porte-conteneur, c'est 50 000 € à peu près. Donc vous imaginez la pression de l'armement pour ne pas faire prendre du retard au bateau. Donc tout ça fait que c'est un boulot assez fatigant. Et si on ajoute à ça l'éloignement familial,
La multinationalité des équipages aussi, qui ne facilite pas la vie sociale. Et vous comprendrez qu'un embarquement est assez stressant et fatigant. Et avec les contraintes du Covid, c'est vite devenu compliqué. Merci beaucoup. Alors pour ajouter quelques chiffres au fait que le métier de marin est un métier plus difficile que les autres, les risques d'accident sont 14 fois plus élevés dans les métiers maritimes que dans tous les autres domaines professionnels confondus, 6 fois plus élevés que dans le BTP qui est pourtant réputé pour être très accidentogène. Et selon une étude pluridisciplinaire menée en 2019, dont vous retrouverez aussi le lien sur notre site, un quart des marins, et il faut comprendre là-dessus les marins dans le monde, donc avec des situations très hétérogènes en fonction des nationalités, un quart des marins présenteraient des signes de dépression et 6% des décès dans la profession sont dus à des suicides. Donc quand on dit ça, on comprend bien que c'est quand même en termes de santé au travail, disons, les marins représentent une population à risque, et physiquement et psychiquement. Et il semblerait que la crise du coronavirus ait vraiment agi comme un catalyseur de tout cela. Donc pour commencer à y voir plus clair dans cette situation, on va d'abord essayer de démêler comment se passe la santé à bord. Le navire étant un lieu de travail très spécifique, François, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les dispositions quand on tombe malade, quand on a un accident, habituellement en dehors de pandémie? Oui. Alors, sur les navires au long cours, il n'y a pas de médecin, ni de personnel médical de façon générale. Pour avoir un médecin, il faut qu'il y ait 100 marins ou 100 personnes à bord. Donc, il y a de la marge. Donc, pas de médecin. Alors, dans le cursus de leur formation, les officiers suivent une formation médicale qui est fonction du type de navigation qu'ils vont effectuer. Et niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et c'est une formation diplômante, et diplômante de façon internationale. C'est lié à la convention STCW. Ça veut dire que pour le long cours, un officier va suivre la formation médicale 3, qui va lui permettre d'effectuer les premiers examens en suivant un protocole, de faire les premiers soins d'urgence. Bon, ça veut dire une intraveineuse, une perfusion, une suture cutanée, etc. Et surtout d'assurer une consultation médicale en télémédecine avec le CCMM de Toulouse. Alors, le service des urgences de l'hôpital de Toulouse a été désigné pour recevoir les appels des navires qui sont en difficulté au niveau médical et qui ont besoin d'un conseil. Pourquoi Toulouse? Parce que à l'origine, il y avait Saint-Lys Radio, peut-être que ça parle pour les marins, les anciens marins. Saint-Lys Radio était une station de radio qui se trouvait à côté de Toulouse, et donc c'était assez logique que la station radio qui recevait une demande d'un bateau pour une consultation médicale s'adresse à l'hôpital le plus proche, et donc c'est resté comme ça. C'est Toulouse qui gère les appels des bateaux. Il gère à peu près 5000 consultations par an, donc c'est pas négligeable. D'autre part, le navire est équipé d'une infirmerie, assez bien équipée, et d'une dotation médicale qui là aussi est réglementée. C'est défini avant la construction du bateau, ce qu'il doit avoir à bord. Elle est convenable, mais clairement, elle n'est pas du tout adaptée à un cas grave de Covid. Par exemple, pour l'oxygène, si j'ai bonne mémoire, il doit avoir 4 ou 5 heures d'oxygène à bord. Donc vous imaginez un bateau qui est comme là, à plusieurs jours de mer de la Terre. Un cas de Covid grave se produit à bord. Le capitaine, il sait qu'il a 5 heures d'oxygène pour ce malade, c'est pas très commode. Et donc la compétence médicale à bord est donc assez limitée, et d'où la nécessité de respecter strictement les procédures de sécurité il vaut mieux prévenir que guérir. Merci beaucoup. Du coup, on a un médecin qui est formé, on a une dotation médicale formée
les premiers gestes. Hein. Ça n'est pas un médecin. Une dotation médicale et une ressource médicale au téléphone. Tout à fait. Donc pour comprendre vraiment ce qui se passe à bord si un cas de Covid se déclare, on va utiliser les mots d'Hubert Ardillon qui explique ça très bien donc, dans sa conférence avec le Port Center. Alors bien évidemment, il y a une réglementation qui impose d'avoir une certaine dotation médicale, du matériel et des médicaments qui permettent justement de servir. Et parmi le matériel que l'on a, il y a l'oxygène médical. La réglementation impose d'avoir 2 fois 5 litres, enfin 2 bouteilles de 5 litres sous 200 bars, ce qui correspond à peu près à presque 5 heures de ventilation pour une personne. Et là, vous voyez le problème, c'est que ce sont des navires long courriers, donc pas proches des terres, très loin souvent, et que le Covid se déclare plusieurs jours après avoir été infecté, que le navire est parti du port, qu'il est loin de tout, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est malade, qui a une insuffisance respiratoire, et on peut l'aider, une fois qu'on a pris contact avec un docteur qui nous explique comment faire, on peut l'aider pendant presque 5 heures. On pourrait dire en d'autres termes que votre gars, il est quasiment condamné à mort. Un marin qui déclarerait un Covid lourd à bord n'aurait pas la possibilité d'être soigné comme il faut, ni secouru dans un temps suffisant pour pouvoir être pris en charge et donc serait condamné à mort. Et donc on comprend mieux dès lors pourquoi on a besoin de protéger les marins d'une manière un peu spécifique. Alors la protection, elle n'est pas différente de celle qu'on a connue nous. Donc test PCR, antigénique, équipement de protection individuelle, quarantaine avant, quarantaine après l'embarquement. Mais malgré tout, parfois, le virus s'installe à bord. Alors c'est arrivé au Havre et je vous inviterai à aller écouter cette conférence jusqu'au bout. On n'a pas mis l'extrait parce que c'était un petit peu long, mais un commandant de remorqueur explique qu'à l'approche du port, un navire s'est retrouvé avec tout l'équipage machine cloué au lit par le Covid. Donc forcément, l'opération d'entrée au port a été un peu délicate, mais tout s'est quand même bien terminé puisque le Covid lourd s'étant déclenché près des côtes, les marins ont pu être secourus et pris en charge à terre très vite. Ce qui n'est pas le cas très souvent, puisque quand on navigue, on est plus souvent au large que près des côtes. Et dans ces cas-là, c'est arrivé, il y a un décès à bord. On reprend sur cette question du décès à bord avec Hubert Ardillon. Et donc, ce qui arrive normalement, si on est loin de tout, on a un mort à bord. Voilà. Il y a quand même un nombre de cas assez important où le navire a continué de naviguer, a continué sa route, erré de port en port. Donc là, je vous ai mis deux noms de navires, le Ital Libera et le Vantage Wave. Sur le Ital Libera, le commandant est décédé vers la mi-avril. C'est le 7 juin, mi-avril, 7 juin, que l'armateur a décidé de mettre son navire en force majeure pour le rapatrier en Italie. Le navire navigue entre l'Asie et l'Afrique du Sud, en permanence. Il lui a fait transiter Suez, et dans la nuit du 20 au 21 juin, le navire était à quai à Tarente, et c'est là, a priori, que le capitaine a été débarqué. Sur le Vantage Wave, pavillon libérien, le commandant, un Roumain, là pour celui-là, aux alentours de mi-avril aussi, est décédé d'une crise cardiaque. Pas du Covid a priori. Sauf que le bateau, pas de chance pour lui, il arrivait d'Inde, où il y a le fameux virus, le fameux variant Delta qui en vient aussi. Pareil, un navire qui navigue entre l'Afrique et l'Asie. Alors on a commencé par l'envoyer en quarantaine devant Jakarta, puis un petit peu partout, sans jamais toucher terre, ou pour des opérations commerciales un petit peu, mais sans plus. On l'a fini par le mettre au mouillage devant la Chine, à Suangzhou, je crois, et terminé. Et donc à bord, vous avez une vingtaine de marins, avec un commandant mort, dans une chambre froide. Il faut bien imaginer la scène. Et en plus, ils n'ont presque plus rien à manger et plus rien à boire. Et donc, ils demandent
à ce qu'on au moins fournisse de quoi faire. Nous avons été avertis, enfin moi j'ai été averti par l'intermédiaire du CESMA, par nos collègues roumains, parce que c'est la famille du commandant qui a essayé par tous les moyens aussi. Alors l'État roumain a semble-t-il aussi essayé, mais n'a peut-être pas la puissance diplomatique nécessaire pour pouvoir faire plier les Chinois sur ce truc-là. On se demande qui l'aurait de toute façon. Et pour l'instant, le type est toujours à bord. Enfin, c'est un cadavre, il est toujours à bord. On peut pas Les Chinois, à un moment donné, ont dit c'est pas un problème, hein, vous le brûlez et puis vous le balancez par-dessus bord. Voilà. Alors, je vous rappelle que, au moins chez nous et dans d'autres pays, si vous balancez un marin par-dessus bord parce qu'il est décédé, il n'est pas mort. Il a disparu. C'est-à-dire que la famille, rien. Voilà. Donc il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Il a disparu et c'est tout. Il faut attendre, suivant les pays, 5 ou 10 ans pour pouvoir dire ça y est, ce marin est vraiment décédé. Voilà. La semaine dernière, jeudi dernier, c'était la journée internationale du marin. Le secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs fait un petit film qui était très intéressant. Il n'a pas parlé de ce bateau-là, bien sûr, mais il a parlé des relèves, entre autres, on reviendra tout à l'heure. Et dans le même temps, nos collègues roumains, eux, ont fait un truc que j'ai trouvé assez pertinent, le Seafarers Lives Matter, pourquoi pas non plus, et a demandé à ses collègues, et moi je l'ai demandé à nos collègues européens, de faire un brassard comme ça, sur papier, hein, il y avait le fichier, c'est un fichier PDF, on pouvait l'imprimer, et de faire les manœuvres avec un brassard autour du cou, de faire ce qu'ils appellent une Japanese strike, une grève japonaise, c'est-à-dire qu'on continue de travailler, mais on dit simplement qu'on soutient le capitaine Sandudan, enfin, je ne vais pas dire qui attend, mais dont l'âme peut-être attend de relever chez eux. Voilà. J'ai personnellement navigué avec un mort. Alors pas longtemps, moi, ça n'a pas duré beaucoup de temps. J'ai réussi à le débarquer aux Émirats arabes. Et tant que le cadavre que j'étais allé, c'est une belle histoire, mais je suis allé, le lendemain, il a fallu que j'aille à la morgue pour dire que c'était bien lui, alors que c'était moi qui venais de le débarquer. Et tant que ce corps n'est pas arrivé aux Philippines, eh bien, les marins philippins disaient que tant qu'il n'était pas là-bas, son âme errait, et elle errait à bord. Et dans mes marins philippins, il y en avait un qui était une petite forte tête, qui, toutes les nuits, s'amusait à frapper aux portes de tout le monde. Ouais, mais moi, j'avais l'équipage qui dormait à 3 ou 4 par cabine, plus personne n'osait dormir tout seul parmi mes marins. Voilà. Après, il faut gérer les gars aussi à bord, parce que question mentale, ça influe quand même beaucoup. Hein. Alors, pour éviter d'en arriver au cas extrême d'avoir un mort à bord, un certain nombre de mesures de protection ont été mises en place. D'abord, toutes les mesures de protection qu'on connaît tous, qui sont externes au monde maritime, donc fermeture de frontières, autorisation de visa au compte-gouttes, autorisation de voyager, les vols très réglementés, les tests PCR, les quarantaines. Il faut multiplier tous ces facteurs par le nombre de pays que le navire va toucher pendant sa rotation, puisque bien sûr chaque pays a ses propres réglementations. Il faut également multiplier cela par le nombre de nationalités que vous avez à bord de l'équipage. Et puis enfin, il faut aussi prendre en compte les évolutions de ces mesures en fonction de l'évolution de la crise. Donc aujourd'hui, faire une relève d'équipage, c'est un vrai casse-tête. Est-ce que pour commencer, d'abord une relève d'équipage, est-ce que d'ordinaire, c'est quelque chose de très simple, François ? Oui, en dehors de la situation Covid, donc les relèves dépendent des temps d'embarquement qui varient suivant le type de navigation et de la nationalité des marins. On va d'abord prendre l'exemple des marins français. Les temps d'embarquement sont fixés par les conventions collectives et les accords particuliers de chaque armement. Donc c'est très variable suivant le type de navigation que vous faites. On va prendre des exemples. Par exemple, sur un cablier, les marins font 7 semaines d'embarquement, plus ou moins 2 semaines, en fonction de la position du cablier, et autant de congés.
un porte-conteneurs qui assure la ligne Chine-Europe dispose de 2 équipages. Donc ça veut dire que chaque équipage fait une rotation qui dure à peu près 80 jours. Et là, les relèves sont relativement simples, puisque bien sûr les relèves se font quand le porte-conteneurs arrive dans un port français ou européen. Et donc c'est le cas le plus simple. Mais généralement les relèves s'effectuent dans des ports étrangers, avec toutes les contraintes d'un long voyage que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'avion, passeport, carnet de vaccination, les correspondances. Ça se passe jamais comme le plan, hein, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc ça c'est pour les marins français. Les marins étrangers, leurs temps d'embarquement sont régis par une convention internationale, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Paul Équin, c'est la MLC 2006. Et là c'est très variable. Par exemple, un officier ukrainien peut faire 4 mois. Un marin philippin peut faire 6 mois à bord, 2 mois à la maison. C'est fonction des contrats et des armements. D'où une grande disparité de traitement pour les marins d'un même équipage. Mais ces sentiments-là ne s'expriment pas à bord. Hein. Ça se passe très bien, malgré qu'il y a des gens qui font 2 mois ou 3 mois à bord et d'autres qui font 6 mois. Quoi. Donc les relèves sont, comme tu le disais Gaël, presque toujours des opérations assez compliquées. Et lorsqu'il faut respecter une quarantaine, 15 jours isolés dans une chambre d'hôtel, et se soumettre à toutes les obligations Covid, cela vient très vite contraignant. Alors, on va faire appel maintenant à Pierre Blanchard et à son témoignage. Donc, lui, depuis sa quarantaine dans la chambre d'hôtel qui lui a été assignée par l'État coréen, il nous a expliqué un certain nombre de cas particuliers, notamment le fait que lui, sur le navire qu'il s'apprête à rejoindre, il y a un superintendant qui va le rejoindre également, français comme lui, mais qui n'est pas marin. Du coup, lui n'est pas soumis à cette quarantaine. Donc il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels les marins ont vraiment l'impression d'être traités de manière différente que les autres. Et alors ce que Pierre Blanchard nous a relevé comme étant le plus important problème, c'est le manque de coordination internationale. Donc l'extrait est un peu long, mais on a tenu à limiter le montage pour mieux respecter la parole. On a énormément de situations de ce type, puisqu'il n'y a pratiquement aucune coordination internationale. Donc chaque pays suit ses propres règles. Même en Europe, on s'est rendu compte qu'au plus fort de la crise, chaque pays appliquait ses règles. Et dès qu'il y a une flambée épidémique, chacun referme ses frontières, applique des règles différentes. Donc même si au niveau européen, on n'arrive pas à s'entendre, on imagine bien qu'entre la Corée, la Chine, les États-Unis, etc., c'est très compliqué. Et comme nos équipages sont multiculturels, multinationaux, moi, il m'est arrivé sur des équipages de 22 personnes sur un navire d'avoir 9 nationalités. Des Africains, des Ukrainiens, des Lettons, des Russes, des Français, des Roumains. Donc, des nationalités très diverses. Et donc, à chaque fois qu'on doit faire des relèves d'équipage, c'est-à-dire remplacer les marins par des marins reposés, pour que chaque marin puisse aller se reposer à la maison, eh bien, il faut que toutes les administrations jouent le jeu. Donc, il faut que le pays où le navire fasse escale autorise la relève. Il faut que le pays d'où part la personne qui embarque autorise son ressortissant à sortir. Que le pays où va le débarquant soit ouvert pour le laisser rentrer. On a vu des pays qui étaient fermés à leurs propres ressortissants, donc des gens qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et il faut que les pays de transit, puisque tout ça se fait par avion, il faut que les pays de transit autorisent le passage des marins. Et ce qui fait qu'on se retrouve sur une relève rien que pour remplacer une personne par une autre personne. Si elles sont de nationalités différentes, on va avoir 4 ou 5 ou 6 pays en jeu. Et donc il faut qu'au même moment, les 4 ou 5 ou 6 pays autorisent le passage du marin. Et s'il y en a un qui dit non, eh ben, la relève ne se fait pas et le marin se retrouve à bord à prolonger son contrat. Comme on a vu malheureusement des gens qui sont restés très très longtemps à bord, plus de 12 mois, et de l'autre côté, le marin qui est à la maison, qui reste à la maison, qui ne touche pas de salaire, et qui a une famille à faire vivre et qui peut se trouver dans des situations tout aussi dramatiques de
de ce côté-là aussi. C'est-à-dire qu'on en parle assez peu, mais il y a le drame des marins qui sont à bord et il y a le drame des marins qui sont à terre aussi, qui ne peuvent pas embarquer. Donc ces coordinations internationales, c'est vrai que ce manque de coordination internationale, c'est un gros problème. On voit ça avec les vaccins aussi. Là, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai été vacciné en France, j'arrive en Corée, ce n'est pas reconnu, donc je dois faire une quarantaine. On a beaucoup de pays en voie de développement, puisque ce sont eux qui fournissent le plus grand nombre de marins qui ont été vaccinés par des vaccins qui ne sont pas reconnus par l'OMS, notamment des vaccins chinois. Et donc, les gens ont réussi, pour certains, à être vaccinés, mais ces vaccins ne sont pas reconnus. Donc, il va falloir qu'ils se fassent revacciner, ou en tout cas, les frontières ne s'ouvriront pas à eux, parce qu'ils n'auront pas le bon vaccin. On a aussi eu le cas dernièrement à Singapour. À Singapour, pour embarquer des gens qui étaient vaccinés, il fallait faire un test PCR 48 heures avant de prendre l'avion et un test antigénique moins de 24 heures avant de prendre l'avion. Et le test antigénique, c'était uniquement il y avait une liste, il y a une liste de fabricants de tests antigéniques qui sont approuvés par Singapour. Et ça a été très difficile en France de trouver ces fabricants. Et donc, il y a plusieurs personnes récemment, lors d'une relève dans la compagnie, qui n'ont pas pu embarquer parce qu'ils étaient vaccinés, ils avaient fait un test PCR, mais ils n'ont pas réussi à faire le test antigénique de la marque souhaitée par Singapour. Donc, ça devient, c'est vraiment une complexité énorme et qui fait qu'à chaque fois, on rate des opportunités de relève et parfois, selon où va le navire, la prochaine opportunité peut être dans 1 mois ou dans 2 mois. Et pour des marins qui ont déjà 12 mois de bord ou 15 mois de bord, c'est insupportable d'apprendre que là, finalement, vous n'allez pas débarquer et que la prochaine possibilité, ça sera peut-être 1 mois, 2 mois. Alors pas de relève donc pour un certain nombre de marins, ça a été le cas pour 400 000 marins l'an dernier, donc c'est vraiment un nombre très important et c'est toujours le cas aujourd'hui pour environ 200 000 d'entre eux. Donc certains ont cumulé jusqu'à 20 mois de bord, donc c'est vraiment énorme, hein. Imaginez plus d'1 an et demi sur le même huis clos à vivre et travailler 7 jours sur 7 avec les mêmes personnes. Et surtout, comme nous l'explique très bien Hubert Ardillon, avec qui on reprend tout de suite, sans perspective de fin, hein, sans date de débarquement, ce qui en général aide quand même à tenir le coup. Avant Covid, je disais ok, je repars, je retourne au boulot, c'est pour 15 jours, ou pour tant de jours, parce que la prochaine escale, elle est là, je la vois, ok. Et là, je sais que le commandant va informer, va demander, et on va s'organiser. Tandis que là, on a dit quoi? On a dit aux gars, terminé. Il n'y a pas de relève. Et ce sera quand? Il n'y a pas de relève. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Quand? On ne sait pas. Et donc, vous n'avez pas de but. Et quelque part dans votre tête, vous êtes complètement perdu parce que vous ne savez pas. Il faut retourner au travail, il faut faire comme si de rien n'était, ce qui n'est pas possible. Et en même temps, on est en dessous de zéro parce qu'on ne voit pas où est-ce qu'on va s'en sortir. On n'a pas de nouvelles. Peut-être qu'à terre, à la maison, on n'ose pas nous dire que ça va bien ou que ça ne va pas bien parce que voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est très, très fatigant. Le métier de marin, il est fatigant physiquement. Ça, c'est clair. Au pont, à la machine, c'est du boulot physique. Ça fatigue. Les heures de quart, ça fatigue aussi. On ne dort pas aux heures normales. Enfin, voilà. Tout ça, ça fatigue. Ça, on va en rajouter. Lorsqu'on embarque, on embarque pour une certaine période. On sait qu'on va rester une certaine période. On s'est préparé mentalement, peut-être physiquement aussi, pour cette période-là, pour travailler cette période-là. Quand cette période arrive sur sa fin, le fait qu'on sait que là, on va débarquer, ouais, on est bon, on va continuer. Si d'un seul coup, on ne sait plus rien, le rythme, il ralentit complètement. Et psychiquement, c'est dur aussi de rester plus longtemps. C'est toujours les mêmes gens. Les mêmes brimades, peut-être, avec mon second, avec un lieutenant, avec un matelot. C'est toujours le même menu, quasiment.
Il y en a marre de toujours manger la même chose, les mêmes conversations à table, même la vidéo à deux ou à trois, avec toujours la même blague qui ressort au même moment. Ça commence à fatiguer sérieusement au bout d'un moment. Et ça use énormément le marin. Surtout qu'en plus là, il y a aussi le problème qu'on n'a pas forcément de nouvelles des proches. Avec Hubert Ardillon qui va nous parler d'un problème que Pierre Blanchard a déjà évoqué, c'est qu'aux 200 000 marins qui ne peuvent pas débarquer, il faut aussi prendre en compte les 200 000 marins qui sont coincés à terre et qui n'ont pas de revenus pour beaucoup, qui ne peuvent plus exercer leur métier. Et puis un marin coincé à bord, c'est aussi un marin coincé en terre. Quand on dit 400 000 marins qui ne sont pas relevés, c'est 400 000 marins qui attendent d'embarquer. C'est donc 400 000 marins qui n'ont plus de contrat, qui n'ont plus de salaire, qui n'ont plus de quoi manger et qui ont une famille à faire vivre. Et ça double aussi la misère. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu des pays, le Havre entre autres, la France, le Havre, où on a pu organiser, faire ce qu'il fallait de ça. Il y a eu des choses où ça a été rendu possible, donc quand même, il ne faut pas voir que du négatif du tout, mais bon, il y a eu beaucoup de mauvais. Des marins philippins qui débarquaient, c'était possible, ils arrivaient à Manille, et après Manille, on fait quoi? On arrive à Manille, on commence par faire une quarantaine, puis après, on leur dit, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de ferry pour aller dans l'île où vous habitez. Et quand il y en a eu de nouveau, ils ont fait une quarantaine à Manille, ils ont fait une quarantaine dans l'île chez eux. Vous faites 2 quarantaines de 2 semaines, ça fait 1 mois. C'est le moment de repartir. Du coup, il y a quand même, j'ai des collègues qui m'ont dit ça, il y a quand même beaucoup ils ont eu des cas de marins qui ont dit, en fait, on refuse de débarquer, parce que débarquer pour se faire 6 semaines de quarantaine, uniquement sans voir la famille, dites-moi où est l'intérêt que je débarque. Donc des gens qui ont en plus demandé à rester parce que ils étaient brimés aussi à terre en arrivant. Alors c'est un vrai problème majeur, la problématique de la relève des équipages. On comprend que ça n'est pas du tout égal à travers le monde en fonction du pays et en fonction de l'armateur pour lequel on navigue. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Ce qu'il faut ajouter à ces dépassements de durée légale de temps d'embarquement qui sont du coup très courantes, c'est le fait que d'ordinaire on ponctue quand même la traversée d'un certain nombre d'escales. Les escales pendant lesquelles on pratique toutes les opérations commerciales, mais pendant lesquelles les marins ont aussi l'opportunité de descendre et s'aérer un petit peu. Alors certes, aujourd'hui, sur les porte-containers, ça n'est pas la grande virée du marin comme on a pu nous en raconter quelques-unes au musée, mais n'empêche que c'est quand même le moment de remettre un peu les compteurs à zéro, de voir autre chose, d'adresser la parole à d'autres personnes. Et ces sorties à terre, elles sont quand même reconnues comme assez nécessaires pour la santé mentale des marins, surtout pour ceux qui embarquent sur des très longues périodes. Et de ça aussi, les marins sont privés actuellement. Donc pour la dernière fois, on fait appel aux mots d'Hubert Ardillon, et ensuite on va utiliser le témoignage de quelqu'un d'autre. Et donc les navires continuent à pas travailler, les navires viennent au port, ils déchargent leurs marchandises, ils en rechargent, mais les marins ne sortent pas à terre. Ça, de ce côté-là, c'est clair. Pourquoi? Pour les protéger. Parce qu'en mer, tant que le virus n'est pas sur le bateau, il ne va pas se créer tout seul. Donc au début, tout au moins, maintenant, bon, peut-être moins, mais au début, tout au moins, les navires, ils étaient safe. Il n'y avait pas de virus à bord. Et donc, en interdisant les sorties à terre, on protège les marins. C'est généreux quand même. C'est vrai. Bon, on a quand même fait venir des gens à bord, le pilote. C'est moins des choses quand même, l'agent, et puis de moins en moins de personnes. Au début de la crise, on a, dans certains pays, je ne crois pas qu'on l'ait fait en France, mais dans certains pays, on a continué à faire venir des inspecteurs de navigation sur les bateaux. Quand même, on a continué à faire les inspections, il n'y a pas de raison, eux ne pouvaient pas sortir, mais bon, ça s'est arrêté quand même un petit peu, parce que le fait de sortir à terre, vous ne pouvez pas. Alors il y a les visiteurs de navires, n'est-ce pas? Ça a été très long avant de pouvoir venir en bas de la coupée. Je ne parle pas du haut de la coupée, c'est venu encore après, mais c'était très long pour venir en bas de la coupée. Ça a pourtant été des choses bien qui ont été demandées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les Tontons Flingueurs, à un moment donné, il y a un acteur qui dit
C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Et bien là, c'est exactement ce qui leur a manqué aux marins. Parce qu'ils ne voyaient personne, et ils ne pouvaient parler avec personne. Parce que quand les gens viennent à bord, même quand c'est, moi je me rappelle avoir discuté avec des gens, des visiteurs, avoir discuté même avec l'agent de complètement autre chose, ça fait tellement du bien de parler à quelqu'un. Plutôt que toujours aux mêmes 18 ou 20 personnes avec lesquelles on vit. Ça fait tellement du bien. Ce qui fait du bien, quand on sort à terre, c'est de voir d'autres gens. De voir des sourires, des visages, de voir des gens qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai qu'avec le masque dans la rue, bon, peut-être que les visages, on les voyait moins, mais c'est ça qui fait qu'on peut repartir derrière. Les sorties à terre, il y en a certaines qui fatiguent certainement, physiquement, on ne va pas se leurrer, mais je peux vous dire que la fatigue mentale, elle n'existe pas après une sortie à terre. Quand on sort à terre, quand on repart, on a vu autre chose et on est reposé. Mentalement, on est prêt à repartir. Alors, pour bien comprendre la portée de cet épuisement psychique, parce que c'est facile de dire c'est difficile, mais quand on met des mots précis dessus, c'est mieux pour appréhender les choses. Je vais lire un extrait d'une étude qui a été publiée en mai cette année et qui a été basée sur les données récoltées par le Centre de ressources et d'aide psychologique mis en place par le ministère de la Mer au tout début de la crise, dont on va reparler tout à l'heure, et qu'on mettra également en lien pour ceux qui veulent la lire en intégralité. Donc l'extrait. Ainsi, l'épuisement de ces ressources, alors on parle des ressources psychologiques que les marins déploient habituellement, les stratégies pour endurer le métier habituellement. L'épuisement de ces ressources a pu conduire à des états anxieux sévères ou des crises suicidaires, avec comme singularité clinique des moments de dépersonnalisation importants, voire des éléments délirants. Pour les marins ayant contacté le centre de ressources post-crise sanitaire, ils décrivent une symptomatologie d'état de stress post-traumatique sévère, avec une impossibilité pour certains à pouvoir envisager un embarquement pour le moment. C'est un réel vécu de mort potentielle omniprésent qui est décrit par ces marins au sein d'un environnement isolé où le groupe équipage ne pouvait plus suffire à la réassurance, chacun vivant ses inquiétudes pour lui-même. Donc on comprend avec ces mots médicaux derrière que cela va très loin, le risque est grand et va jusqu'au suicide. Et puis pour parler de ça, on va utiliser les mots assez animés de Jean-Philippe Châteil, qui est secrétaire général de la Fédération des officiers de marine marchande. Jean-Philippe, vous avez eu pas mal de contacts avec les cellules spécialisées, la psychologue, le médecin des services de santé de Nantes, gendarmes, de Saint-Nazaire. Mais je voudrais rajouter quelque chose quand même. Il y a eu des suicides. Moi, j'ai été interviewé par France Télévisions qui m'a demandé des contacts en Inde, qui a réussi à interviewer des commandants indiens en off, qui ont certifié qu'ils avaient des ordres de ne plus déclarer les suicides. Lors de la dernière réunion de l'OIT en avril, il y a certains pays qui ont demandé qu'il y ait un état des lieux du nombre de suicides et de marins morts du Covid à bord. Il n'y a absolument aucun retour là-dessus. On n'a aucun chiffre, on n'a rien du tout. Et on n'a rien, aucun chiffre. Aux Assises de l'économie de la mer, elle est aussi disponible dans son intégralité sur Internet. On vous mettra le lien également. Elle dure 15 minutes. Elle est assez serrée et synthétique, mais elle présente bien les choses. Alors, sur les navires, il y a un marin en particulier pour qui la situation est très délicate. Il s'agit du capitaine, puisque sa responsabilité, elle est déjà grande en temps normal. Est-ce que, François, tu peux nous préciser de quoi le capitaine est responsable habituellement ? Oui, en temps normal, et même dans la situation du Covid. Et donc, le capitaine est responsable de l'expédition maritime dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il est responsable de l'équipage, d'abord, du navire et de son exploitation, et de sa cargaison. Pour le navire et la cargaison, il faut se rappeler les enjeux économiques énormes que cela représente. Un porte-conteneur coûte aujourd'hui 150 millions d'euros, et sa cargaison 4 ou 6 fois plus. C'est énorme, en sachant que tout ça, ça navigue avec, et ça rentre dans les ports, et ça ressort avec très peu d'eau sous la quille. Donc c'est une très grosse responsabilité. Concernant la gestion de l'équipage, le capitaine doit tout d'abord gérer, ou s'assurer du moins, de la compétence et de la qualification de son équipage.
et il doit s'assurer du bien-être de tous, concernant la nourriture, le logement et la bonne ambiance. Et la bonne ambiance qui dépend des relèves. Et là, avec situation Covid, on a vu que c'était compliqué. Et bien entendu, il doit gérer la sécurité, qui est un enjeu permanent. La pandémie a compliqué le travail et l'implication des capitaines, parce que les relèves, on l'a vu, étaient problématiques. La peur d'un cas à bord était constante. Il y a un capitaine qui disait qu'avant, quand il partait en mer, les nerfs se relâchaient, il était loin de la terre, il se sentait en sécurité, et que là, au contraire, de partir loin, ça le stressait, parce qu'il disait, si j'ai un cas de Covid, je ne pourrais pas le débarquer. On va l'entendre tout à l'heure, oui, c'est Pierre Blanchard. Ouais. Et donc l'ambiance à bord s'est dégradée par des embarquements qui devenaient trop longs. Donc tout ceci a compliqué l'emploi du temps du capitaine, et donc a aussi aggravé son stress et son état de fatigue. Il faut se rappeler que le capitaine, c'est un marin et un homme comme un autre, hein, et il faut qu'ils aient une capacité de travail dans les situations pareilles, une capacité de travail et un moral d'enfer. Alors on a posé cette question justement à Pierre Blanchard. Est-ce que comment on peut être capitaine dans une situation où justement l'équipage est dans un état d'épuisement déjà bien avancé? Comment on fait en ce moment pour être capitaine? On essaye de faire un peu comme on peut avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il faut être un peu psychologue, un peu père de famille, un peu manager, enfin on appelle ça comme on veut. Il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a la sécurité, effectivement, pour éviter que le Covid vienne à bord, notamment ce que je disais tout à l'heure, éviter les sorties à terre, même dans certains endroits où ça serait éventuellement autorisé. Si les gens ne sont pas vaccinés, pour moi, c'est imprudent de les laisser sortir à terre, mais avec le risque aussi que, à force de rester à bord et de voir toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes gens, manger toujours la même chose et de ne pas pouvoir sortir, il y en a qui peuvent craquer, et malheureusement, on a eu des cas de suicide, et il y en aura malheureusement encore. Donc à bord, on essaye de gérer ça comme on peut, en essayant de détecter les signes de faiblesse, si je puis dire. C'est pas de la faiblesse, mais de détresse en fait des membres d'équipage, mais c'est assez difficile, on n'est pas psychologue, c'est pas notre métier. Donc on essaye de gérer ça, on essaye d'arranger aussi les horaires de travail. Je sais que pendant la première vague, on était tous à avoir dépassé nos contrats, on était fatigués, stressés. Donc on avait arrangé les horaires de travail, tout ce qui n'était pas urgent a été un peu repoussé, et on s'est ménagé un maximum d'heures de repos pour essayer de se reposer, et, et puis essayer d'aménager la vie à bord pour qu'elle soit le plus agréable possible, de faire des activités ensemble, de parler avec les gens, d'essayer d'avoir une vie sociale au maximum à bord. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que les navires ne sont pas arrêtés. À part les navires de croisière, tous les navires de charge ne se sont pas arrêtés, sinon l'économie se serait arrêtée. Sinon les gens n'auraient rien eu à manger, tout simplement. Pendant le confinement, s'il n'y avait pas des navires pour livrer du combustible pour que les agriculteurs puissent faire tourner leurs tracteurs, des masques, des médicaments pour les hôpitaux, etc., etc., et bien, les gens n'auraient simplement pas eu à manger, ni de médicaments, ni rien. Donc les navires ont continué à travailler. Donc quand on parle de gens qui sont coincés à bord, c'est des gens qui sont coincés à bord, mais qui continuent à travailler. Et sur les navires, on est de moins en moins nombreux. Donc chacun a un rôle précis, et on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ne travaillent pas. Donc c'est de dire continuer à travailler, à faire marcher le navire. Le navire, ça roule. Parfois, nous, quand on était pendant la première vague, c'était sur l'Atlantique Nord en hiver, au printemps 2020. Donc, le navire roule dans tous les sens. Donc, parfois, il y a des nuits, on ne peut pas du tout dormir à cause du mauvais temps. On enchaîne les décalages horaires. Nous, à l'époque, on faisait des traversées de l'Atlantique. Donc, on allait États-Unis, Europe, États-Unis, Europe. Donc, tous les 10 jours, on change
5-6 décalages horaires, et puis ensuite dans l'autre sens, et dans l'autre sens, donc pratiquement 1 jour sur 2, on change d'heure. Ça, c'est très fatigant à la longue également. Et donc, il faut continuer à travailler en sécurité. Et moi, ça a été ma grande crainte, ça reste ma grande crainte en tant que capitaine, c'est d'avoir des équipages fatigués, d'être moi-même fatigué et en cas de souci, de ne pas prendre les bonnes décisions, de faire une erreur idiote. Moi, je commande des navires qui ont 50 000 tonnes de gaz à bord. Si on fait une erreur, on comprend bien que les conséquences sont dramatiques. Donc, on doit voir des équipages reposés, on doit être reposé parce que la moindre erreur peut avoir des conséquences terribles. Donc, c'est un vrai sujet de sécurité et c'est un vrai stress additionnel pour le capitaine. Il faut arriver à gérer sa propre fatigue, son propre stress et la fatigue et le stress de l'équipage, tout en faisant quand même travailler les gens, puisque chacun doit faire son travail pour maintenir le navire en état de marche et en toute sécurité. À tous ces mots, enfin, il faut ajouter aussi l'indifférence sociétale que les marins ressentent. Clairement, dans toutes les études qu'on a pu lire là, sur le sujet qui ont été faites récemment, les marins ont vraiment un sentiment de vulnérabilité particulier et un sentiment d'abandon aussi, le fait d'être finalement un élément technique d'une chaîne d'approvisionnement mondiale et plus finalement un être humain à la même hauteur que n'importe qui d'autre. Donc pour sortir de cette situation, je vais essayer d'aller un petit peu vite parce qu'on voudrait vraiment qu'il y ait du temps pour les échanges. Je sais qu'il y a des marins parmi vous et j'aimerais vraiment qu'on puisse collecter aussi tous vos témoignages. Pour sortir de cette situation, qui peut jouer On a parlé avec Jean-Paul Elquin notamment de l'Organisation maritime internationale, donc, qui est une agence de l'ONU qui prend des réglementations dans le consensus international. Très tôt dans la crise, ils se sont rapprochés donc, de la Fédération internationale des transports, de l'Organisation internationale du travail, de l'International Chamber of Shipping, qui eux représentent plutôt les armateurs, et ont essayé, avec un certain nombre de pays, de trouver un accord pour fluidifier un petit peu toute cette problématique de relève. Ils ont exhorté les gouvernements à désigner les gens de mer comme travailleurs clés. Ça a été fait à différents rythmes. Hein. Mais donc un certain nombre de pays n'ayant pas joué le jeu, voilà, ce manque de coordination internationale à nouveau, ça a bloqué les efforts de certains. Donc c'est le cas de la Chine et l'Inde qui n'ont pas signé les accords et qui sont pourtant des grands pourvoyeurs de marins. Et, dès qu'il reste un marin qui n'a pas tous les voyants au vert, c'est tout le bateau qui en pâtit. Donc il y a ces organisations internationales qui travaillent quand même activement pour essayer de trouver des façons de faciliter la situation. Et puis il y a des initiatives d'État aussi, que vous avez peut-être pu lire dans la presse. C'est le cas par exemple des Seychelles, les États-Unis et les Pays-Bas très prochainement, où ça y est, c'était vraiment sur le point de se faire, se sont mis à vacciner non seulement leurs marins nationaux, mais aussi les marins d'autres nationalités qui étaient à bord des navires qui touchaient leur port. Donc ça permet déjà aussi d'augmenter la couverture vaccinale. Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'initiative de l'Australie qui bannit les cargos dont les équipages ont dépassé leur durée légale d'embarquement. Donc là, pour un cargo qui est renvoyé dans ses pénates sans avoir pu faire ses opérations commerciales, chargement, déchargement, pour l'armateur, c'est un coût financier colossal et donc c'est une vraie mesure coercitive pour essayer de faire en sorte que l'armateur respecte les droits des marins. Au niveau de la France, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place et je vais vous renvoyer à l'article du bulletin de la Société des œuvres de mer qui remet les choses très clairement dans l'ordre en plus. Donc cette cellule de crise très tôt mise en place par le ministère de la Mer pour faciliter la relève, et dans toutes ces mesures, là, le centre de ressources et d'aide psychologique aux marins, sur lequel on a interrogé donc Pierre Blanchard. Au niveau psychologique, il y a une assistance téléphonique qui a été mise en place au niveau du pavillon français, d'une psychologue qu'on peut joindre à tout moment au cas où on a quelqu'un qui
craqueraient ou qui auraient des soucis psychologiques ou des envies suicidaires ou des choses comme ça. Donc ça a été mis en place. Personnellement, je n'ai pas eu à l'utiliser. Je sais que certains l'ont utilisé et je sais que ceux qui l'ont utilisé en ont été assez contents. Visiblement, c'est quand même, ça a permis d'apaiser des situations et probablement d'éviter des drames dans certaines situations avec des gens qui étaient vraiment au bout du rouleau. Et que cette assistance psychologique a permis de maintenir en vie jusqu'au moment où ils ont pu finalement rentrer à la maison. Donc ça, c'est très important et visiblement, ça marche, ça fonctionne assez bien. Donc on a parlé des organisations internationales, les États qui peuvent jouer aussi, et il y a un troisième maillon qui peut intervenir, c'est bien sûr l'armateur. Et comme dans tous les cas, hein, quand il y a des soucis, il y en a certains qui jouent le jeu et qui essayent vraiment de faire en sorte que les marins aient de bonnes conditions de travail, d'autres un petit peu moins. La situation est très différente selon les pavillons, selon les armateurs. Certains armateurs ont vraiment fait des efforts colossaux. L'armateur pour lequel je travaille, par exemple, nous a dérouté notre gazier au mois de mai pour pouvoir nous débarquer en France, puisqu'il n'y avait aucun autre pays qui acceptait de nous prendre. Donc, dérouter un gazier, 2 jours de mer pour dérouter le gazier, c'est des frais considérables pour l'armateur, donc ils l'ont fait. Ils ont affrété des avions, des jets privés sur l'Afrique pour arriver à faire aussi des relèves d'équipage en Afrique. Alors que pendant ce temps-là, il y a des marins qui sont restés 15 mois, 17 mois sur des navires, et l'armateur n'a rien fait. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui ont fait ce qu'il fallait, et il y en a d'autres qui se sont un peu cachés derrière la pandémie pour dire non, je ne peux pas, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de ceci, ou il y a un problème de visa, donc je ne peux pas, et qui finalement n'ont pas fait d'efforts puisque les autres armateurs ont réussi à le faire. Alors, ce qu'il faut dire un petit peu pour boucler tout ça, c'est que c'est une crise qui, selon tous les marins avec lesquels on en a parlé, s'installe sur la durée. D'une part parce que c'est le vaccin, on l'a entendu, c'est compliqué. Les vaccins chinois ne sont pas reconnus en France, les vaccins français ne sont pas reconnus en Corée, donc c'est un micmac assez complexe encore aujourd'hui. Mais même au-delà de ça, la couverture vaccinale est très inégale dans le monde. Donc en Inde ou aux Philippines, on en est à 10% à peu près. Dans certains pays d'Afrique, on est à 1-2%. Donc on n'est pas du tout arrivé à des taux qui permettraient aux relèves de se faire de manière plus fluide. Et puis au bout de presque 2 ans maintenant de pandémie, les marins sont épuisés déjà. Et des marins épuisés, c'est l'augmentation des risques d'accident évidemment. Et un accident, c'est catastrophe humaine et catastrophe environnementale. Il y a une deuxième conséquence aussi à l'épuisement des marins, c'est potentiellement le risque de la crise de la main-d'œuvre qui croise l'augmentation de la flotte. Et effectivement, c'est un sujet qui préoccupe en ce moment. On a déjà une pénurie sur les officiers. Il y a déjà une pénurie importante parce que la flotte mondiale continue de croître et on manque d'officiers, et les prévisions sont assez impressionnantes avec des prévisions de jusqu'à plus de 200 000 officiers qui viendraient à manquer très rapidement sur la planète. Et c'est sûr que cette crise n'a pas amélioré les choses, puisqu'il y a des gens qui ont déjà arrêté la profession parce qu'ils ont vécu des choses très difficiles, ou des gens qui étaient déjà un peu en doute de se dire est-ce que je ne vais pas privilégier ma vie de famille et trouver un métier un peu plus normal. Et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour décider que finalement c'était le bon moment pour s'arrêter. Et puis il y a tous ces marins qui se sont retrouvés bloqués à la maison, aussi sans salaire, et qui n'ont pas forcément un choix d'arrêter la profession, mais ne pouvant pas rejoindre le navire et donc n'ayant pas de salaire, ont dû se débrouiller et trouver autre chose, des petits boulots, quelque chose, pour faire vivre leur famille et essayer de maintenir leur famille en dehors de la misère. Et donc tout ça fait que effectivement on va avoir des pénuries,
sur les navires et ça se sent déjà. Moi, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu cette année des relèves avec des marins qui auraient pu débarquer dans des ports où la situation Covid l'autorisait, mais qui n'ont pas pu être relevés parce qu'on n'avait pas trouvé la personne à embaucher pour le remplacer. Et ça, c'est pas près de s'arrêter, à mon avis. Puisqu'on a plusieurs facteurs. On a l'accroissement de la flotte mondiale qui est très rapide et de l'autre côté, ce Covid qui fait qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui ont quitté la profession ou qui vont la quitter et peut-être des marins qui souhaitent choisir des gens qui souhaitent pardon, des gens qui souhaitent entrer dans la profession et qui vont peut-être y réfléchir à 2 fois en se disant attention, c'est quand même pas rien si on se retrouve coincé sur un bateau 12 mois avec en plus une crainte pour ma vie parce que si j'attrape le Covid, on ne pourra pas me soigner, etc. C'est quand même quelque chose de nouveau. Moi, je l'ai écrit dans un de mes éditos dernièrement et c'est très vrai. J'ai ressenti ça vraiment cette année pour la première fois de ma vie. Moi, je suis un marin passionné, j'adore mon métier, je me sens bien en mer. C'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux au monde. Et le réflexe du marin, c'est plus on est loin de la terre et mieux on se sent, puisque les dangers, c'est la terre. Hein. Le danger, c'est de s'échouer, de taper un caillou ou les autres navires. Et donc, quand on est en pleine mer, on se sent en sécurité. Et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé stressé d'être en mer, de me dire, voilà, je suis à 1 semaine de la prochaine côte, je suis à 1 semaine de la prochaine évacuation sanitaire. Et si j'ai un marin qui déclenche un Covid, eh ben, il va falloir se débrouiller tout seul et j'aurai aucune assistance. Et j'ai ressenti un isolement et un stress qui ne m'était jamais venu à l'esprit alors que ça fait 15 ans que je navigue. Alors, quelque chose qui pourrait nous permettre d'aller plus loin et d'aller plus vite et qui est en cours de réflexion, c'est ce dont nous parle Paul Touret, essayer de travailler à un statut international du marin. On pourrait se poser la question s'il ne faudrait pas que l'OMI prenne un peu mieux la considération les marins qui aujourd'hui sont laissés comme une variable d'ajustement aux compagnies, aux sociétés de ship management, aux sociétés de manning, et peut-être créer un système effectivement mondial de ce travail-là qui est très spécifique. J'ai parlé avant de ce passeport de marin, mais qui pourrait être aussi une meilleure qualité finalement, peut-être un enregistrement mondial des marins, enfin quelque chose qui soit un peu plus porté administrativement, qui permette aussi du progrès social. Hein. On a parlé de la MLC, mais est-ce qu'on ne mériterait pas un statut du marin international comme, alors je ne dis pas un passeport diplomatique, mais quelque chose qui permette aussi d'aller plus vite, de faire fonctionner, parce qu'on s'aperçoit, oui, il faut qu'ils passent par Rotterdam. À Rotterdam, il faut qu'ils rentrent chez eux, et puis on a des ports comme ça d'interface, des facilités. Ça va aussi d'ailleurs sur le rôle des comment ça s'appelle, Stella Maris, là, j'essaie de retrouver les Seamen's Club, hein, qui aujourd'hui sont sur des initiatives locales, très très locales, hein, portées par des associations, évidemment le mouvement Stella Maris qui lui est confessionnel. Est-ce qu'on ne mériterait pas aussi un système un peu mieux fait d'accueil des marins, porté par l'OMI, avec des obligations de faire payer la marchandise des armateurs pour avoir des situations d'accueil, que chaque port ayant plus de tel marin ait un vrai hôtel d'accueil. Enfin voilà, c'est une vraie question qu'on doit se poser, c'est-à-dire que ne pas laisser le marin entre la grande réglementation internationale, les registres nationaux qui bricolent des fonctionnements X ou Y, et après les sociétés privées, armateurs, ship managers, bricolant de leur côté. Donc ça peut être aussi l'occasion, et peut-être on est la syndicale de l'ITF, hein, je sais bien que l'ITF va porter ça, on est quand même dans le statut du marin international, qui pourrait être peut-être l'objet d'une convention. Hein. Encore une fois, peut-être que des choses qui sont déjà avancées, qui est une convention, qui serait la convention du statut du marin, qui permettent beaucoup de facilités, y compris des capacités de pénalité, de rapatriement, enfin de caisse commune, etc. Puis on voit les enjeux. Je crois qu'en Australie, ils viennent de refuser encore un bateau sur maltraitance à bord. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on doit attendre, c'est qu'on fait du critère de la qualité de travail et pas simplement des respects des règles de la MSC ou des règles SOLAS, mais qu'on en fasse aussi peut-être quelque chose de plus moderne, mais qui pourrait s'appliquer au personnel aérien, qui est peut-être aussi, bon, évidemment, c'est plus glamour de descendre d'un avion et de faire le test de l'air dans un couloir ou pilote d'avion dans un couloir d'aéroport, mais quelque part, ils font la même chose.
c'est bien des soutiens du système international qui sont baladés à droite à gauche. On voit comment Ryanair ils traitent leur personnel. Donc voilà, on pourrait imaginer aussi ce fonctionnaire de travailleur international qui pourrait être aussi à l'aérien dans le monde, ou le routier à l'intra-européen, c'est-à-dire d'arrêter de considérer les acteurs du transport comme étant beaucoup plus malléable et utilisable à merci, parce qu'on joue sur les registres, sur les différences sociales entre pays, ou l'absence de réglementation internationale. Bon, ça peut être ou c'est le travailleur du transport ou c'est simplement le marin, mais dans tous les cas, on voit bien qu'on est bien la même chose. C'est modernisé, et la crise a montré à quel point on était dépendant. Enfin, c'est comment tu avais les travailleurs de l'ombre ou de seconde main. S'il y a bien des travailleurs de l'ombre et de seconde, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, deuxième rideau, c'est bien nos marins à l'échelle internationale. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ça va être tout pour nous. On se tient bien sûr à votre disposition pour échanger sur le sujet. Essayez de vous apporter des réponses si tant est qu'on puisse en avoir, parce que c'est un sujet qui est encore en cours d'évolution. Donc, on va faire ce qu'on peut si vous le souhaitez. Mais surtout, on aimerait commencer à collecter aussi les expériences d'autres marins, de si vous avez eu dans vos connaissances, votre famille, vos amis, des marins qui ont eu ce genre de situation. On a ce fonds documentaire Roger Courland à 1000 marins qu'on a à cœur d'augmenter aussi sur ce type de situation-là en termes d'archives. Donc n'hésitez pas à partager et à poser vos questions, c'est à vous. Est-ce que simplement on pourrait avoir un micro à chef pour le balader? Ce sera plus confortable aussi pour poser les questions. Bon, moi je préfère écouter parce que je pense que c'est bien d'avoir des témoignages. Ma voisine, la Abigail, pourra témoigner un tout petit peu. Alors vous avez parlé du CRAPEM en fait. C'est cette nouvelle cellule, et il faut citer, c'est Camille Gégaud, qui est la psychologue, qui a mis en place. Et il faut savoir qu'il y a eu le premier congrès de cette cellule le mois dernier, si je ne me trompe pas, j'étais présent. Et cette cellule est renforcée parce qu'elle était toute seule. Donc c'est à l'hôpital de Saint-Nazaire. Et il faut saluer cette initiative et il faut l'encourager. Il y a les intermédiaires aussi que sont les médecins des gens de mer, qui sont des acteurs qui peuvent aider. Et je pense que c'est une étape clé au niveau du système français, sachant que ça sert à la fois pour les travailleurs éventuellement victimes de cette situation qui est la Covid, effectivement, mais aussi tous les traumatismes. Donc voilà, je voulais déjà faire connaître, et peut-être que ma voisine veut parler un peu des problèmes d'escale. Non. Bon, on en parlait, le problème des escales, des marins, effectivement, habituellement. Tout à l'heure, ça a été dit aussi avec le premier film, c'était ça un peu que je voulais, les Siemens Club permettent aux fins, pour ceux qui naviguent le savent, mais aux marins, étrangers, et c'est dans tous les États, c'est une sorte de solidarité internationale, de descendre, d'accéder au téléphone, de rencontrer d'autres personnes. Et là, avec la Covid, même les personnels, c'est pas des personnels, les bénévoles ne pouvaient pas monter, mais pour des raisons aussi simples, parce que est-ce qu'elles étaient vaccinées, pas vaccinées, c'était extrêmement complexe, donc ça a rendu difficile la situation. Donc on espère là que, mais le problème c'est qu'il y a effectivement on sent, ça fait 2 ans, ça a été dit, et il y a vraiment des inquiétudes, bon que ce soit ITF, mais les organisations d'employeurs, là cette fois on réagit aussi, vous avez suivi, je vois que vous êtes bien documenté, moi j'apprécie, oui il faut peut-être saluer le travail que vous faites, là moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a des initiatives aussi collectives, les organisations patronales, syndicales, les États, et la France a été relativement exemplaire aussi. Il y a des ports, comme celui de La Réunion, qui ont accueilli bien des navires qui n'auraient pas pu accoster. Voilà, c'était pour une première intervention, pour lancer d'autres personnes qui pourraient s'exprimer. Merci beaucoup. Effectivement, vous pourrez retrouver la note de Camille Gégaud, la note de synthèse qu'elle a écrite pour l'ISEMAR. Sur le site de l'ISEMAR, tous les mois, vous pourrez trouver une note de synthèse d'analyse sur une situation du monde maritime. Et effectivement, elle en a écrit une sur la situation des gens de mer pendant le Covid, qui nous a servi aussi pour alimenter notre travail. Elle travaille aussi beaucoup sur les femmes dans la marine marchande, et donc on va sans doute, un de ces 4, devoir se rencontrer. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'interventions, il y a eu beaucoup d'initiatives à différentes échelles. On n'a pas fait une revue de presse de tout ce qui s'est passé, on a pris des éléments saillants, mais effectivement, n'hésitez pas à aller voir un petit peu dans les archives du marin tout ce qui est passé sur ces... Voilà. C'est vrai que l'Australie, ce que fait l'Australie est assez fort, mais tout le monde ne peut pas se permettre de prendre ce genre de mesures. Juste une petite réflexion que je viens d'avoir, c'est-à-dire qu'il y a... je suis un ancien
Je sais pas, tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Il y a donc plus de 30, enfin ça fait 20 ans que je suis en retraite, à quelque chose près. Et dans les années 70, début 80, j'étais au pétrole, sur les transports pétroliers, la SFTP entre autres. Il y avait une chose que tout le monde était obligé d'accepter, c'était les vaccinations. À l'époque, on était vacciné contre la variole tous les 3 ans et contre le choléra tous les 6 mois. En 15 ans, j'ai dû à peu près avoir une 25 injections contre le choléra. Et bien sûr, tout se passait bien et personne n'avait rien à dire, les vaccinations étaient obligatoires. Alors je me demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y en a, enfin je parle surtout pour les marins, pourquoi est-ce qu'il y en a qui ne sont pas ou qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça m'a... Alors ça, il faudrait leur poser la question directement, je pense. Alors, je sais, hein, pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, qu'il y en a quelques-uns qui ont réussi à échapper aux mailles du filet de la vaccination au long de leur carrière, mais c'est vrai que c'est des cas particuliers. Sur la question de la vaccination, c'est vraiment une question individuelle. Pour nos marins français, ce n'est pas le cas pour les marins des pays émergents qui n'ont pas forcément accès, là, eux, au vaccin. Oui, effectivement, concernant la vaccination au long cours, tout le monde a en souvenir le petit carnet de vaccination en jaune qui était joint au fascicule. Bon, c'était une institution. Et vous parliez de vaccins, il y en avait plusieurs, hein, parce que ça dépend des pays que l'on fréquentait. Et non, il n'y avait pas de problème pour se faire vacciner. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de réticence du côté des marins concernant la vaccination. Parce que donc il y a eu la période où les marins étaient obligés de faire des quarantaines pour embarquer et ça a été très contraignant parce qu'il fallait rester 15 jours à l'hôtel sans voir personne, le repas mis à la porte et puis ils avaient le droit de sortir une demi-heure et encore pas tous ensemble alternés, donc c'était très contraignant. Maintenant les marins embarquent avec un test PCR 15 jours, 2 jours, quoi. Hein. Mais donc, il faut qu'ils soient vaccinés. Et je pense que de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de réticence. Il peut y avoir des cas particuliers, hein, comme à terre, mais de façon générale, dans la possibilité, les marins français, du moins, se font vacciner, et les marins étrangers aussi, mais avec plus de difficultés compte tenu de leur pays qui ne sont pas toujours au top de la vaccination. Et ce que nous a expliqué Pierre Blanchard, c'est que le vaccin, c'est pas le laisser-passer qui marche partout. Hein. Lui, effectivement, il est vacciné, il a fait son test PCR, son test antigénique, mais il est quand même en quarantaine pendant 15 jours en Corée. Donc, c'est pas non plus la sortie et la solution unique. Est-ce que je peux me permettre de forcer un petit peu la main à certains et de me diriger tranquillement de ce côté-ci ? Bonsoir. Juste pour revenir sur, vous parlez des quarantaines, j'ai malheureusement dû faire 28 jours de quarantaine il n'y a pas très longtemps. Et clairement, une fois que vous arrivez à bord, après avoir passé 28 jours, c'est exactement ce que vous décriviez, hein, c'est-à-dire qu'on est tout seul, on frappe à la porte, on vient ouvrir, il n'y a déjà plus personne, parce qu'ils ont peur, parce qu'on est en quarantaine. Donc par terre, il y a un plateau là, avec, on va découvrir ce qu'il y a dedans et c'est pas toujours sensationnel parce qu'on n'a pas eu le choix. Et au bout de 28 jours, quand on arrive à bord et qu'on sait qu'on va enchaîner sur 8 semaines, parce que moi c'est mon contrat, c'est 8 semaines à bord, je vous garantis que quand je suis arrivé, la première chose que j'ai dit à mes gars, je dis moi les gars, j'ai déjà les jambes cassées quoi. Je vois pas comment je vais pouvoir bosser à 100% pendant 8 semaines. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait parce qu'après, on reprend le rythme, quoi. Mais ça a été très très dur. 28 jours dans la chambre d'hôtel sans pouvoir sortir. Heureusement que j'avais une connexion internet qui me permettait de parler à ma femme et mes enfants, que psychologiquement ça va, que j'ai pas de problème à la maison ou quoi que ce soit, mais je peux comprendre. Et j'ai vu des collègues qui malheureusement, avant la fin de leur quarantaine, ont dit stop, moi ça va pas, je veux être rapatrié quoi. Et ça s'est passé, hein. Et là dernièrement quoi. Et il y a encore des quarantaines. Moi, je suis rentré hier après-midi, donc je viens de finir mon embarquement. Mais j'ai des collègues là, qui font encore des quarantaines. Alors, ça dépend des clients, mais ils font entre 3 et 15 jours encore à l'hôtel.
Et vous avez fait combien d'embarquements avec quarantaine sur la période? Depuis, j'ai fait 4 quarantaines. Donc la première de 15 jours, la deuxième de 15 jours, la troisième de 28 jours. Et là, ce coup-ci, 10 jours. Mais après, j'ai mis 7 jours de transit pour rejoindre mon bateau. Donc 17 jours avant d'arriver sur mon bateau. Donc ouais, c'est pas encore terminé, quoi. Oui, ça rejoint complètement ce que disait Pierre Blanchard. Effectivement, lui, s'il ouvre la porte de sa chambre d'hôtel tout seul, il y a une alarme qui se déclenche. Il se sent quand même un peu en milieu hostile. Et en plus de ça, lui, pour passer sa quarantaine, ses 15 jours à l'hôtel, il doit travailler donc, sur le navire qu'il prend en sortie de chantier. Donc il a tout un tas de plans à étudier. Il y a beaucoup de réunions en visioconférence avec la société pour laquelle il travaille. Et donc il a de quoi s'occuper. Et il a une certaine rigueur personnelle, il fait de l'exercice tous les jours, il a un rythme quotidien qui fait qu'il se tient rigoureusement en forme mentalement et physiquement. Et il nous expliquait que il avait la chance d'avoir ce travail-là à faire pendant ces 15 jours pour l'occuper un peu, parce qu'autrement, les marins à l'équipage qui n'ont pas de préparation particulière à faire avant de prendre le navire, sont complètement désœuvrés et puis peuvent effectivement partir un petit peu à la dérive. Et alors, en tant que femme de marin, du coup, c'est déjà un métier pas facile, on en a déjà parlé, femme de marin, c'est pas un engagement comme un autre. En temps de Covid, est-ce que vous avez un témoignage particulier à nous apporter? Ce qui est difficile à gérer, c'est le manque d'information et la désorganisation en fait, qui est sur place. C'est que de voir déjà d'avoir son mari qui est enfermé pendant 28 jours et qui ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir de l'hôtel, parce qu'on leur donne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont aucune information. Et on évoquait tout à l'heure l'importance d'avoir un but et d'un objectif, c'est-à-dire que quand il part, on sait qu'il va rester 8 semaines, donc psychologiquement, on prépare ses enfants, on se prépare à ce qu'il parte 8 semaines, et quand on voit qu'il ne va pas rentrer et qu'on n'a pas de date, c'est ça qui est extrêmement difficile à vivre psychologiquement. Et de l'avoir au téléphone tous les jours, et quand il est enfermé dans sa chambre d'hôtel, puisque ça a été compliqué ce moment-là, où il est en détresse et il ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, c'est difficile à gérer. Ce qui est difficile aussi, qui a été difficile à gérer, c'est pour le retour, c'est déjà quand les enfants demandent quand est-ce que papa y rentre et qu'on n'est pas capable de leur donner d'informations, et puis on ne veut pas non plus leur donner une mauvaise information parce que c'est tellement aléatoire. Si la relève n'arrive pas, ce qui arrivait déjà avant Covid, parce que le Covid a bon dos aussi, moi je le vois, puisqu'il travaille en Angola, c'est que je trouve que le Covid est aussi énormément utilisé pour profiter un peu. Ça veut dire on a connu les tests perdus, la relève elle n'arrive pas, ou le chauffeur n'est pas venu. Voilà, le Covid a bon dos voilà. Et quand tu es revenu au mois de juillet, la relève était arrivée, il était à l'hôtel, il avait fait son test, le chauffeur allait arriver, donc j'ai erreur, hein, je ne ferai plus cette erreur, je dis à mes enfants, c'est bon, papa prend l'avion, il est sur le retour, il arrive demain. Il arrive à l'aéroport, et là il m'appelle, il était refoulé à la porte de remarquement, ta feuille, ton test, était antidaté. Il s'était trompé de date, refoulé. On était le 17 juillet et le test était du 17 mars. Alors c'est de ma faute parce que j'ai bien regardé mon nom, j'ai bien regardé mon prénom, j'ai bien marqué que j'étais négatif, tout c'est bon, j'ai tous les papiers. Et faute de frappe à la clinique, 15 mars au lieu du 15 juillet. Voilà. Demi-tour, monsieur, merci. Là, c'est retour. Là, c'est dur. Et on sait qu'il ne va pas revenir encore avant 3-4 jours, quoi. Donc déjà, c'est difficile à gérer personnellement, mais quand on doit l'annoncer, ça c'est très compliqué. Voilà. J'aurais plein de choses à dire encore. Et pourquoi 28 jours, la dernière quarantaine, par rapport aux 15 jours précédents? Les quarantaines où j'étais en Angola sont aussi, c'est le client qui décide. C'est-à-dire qu'il y a moi je travaille pour des majors pétrolières, donc il y a des clients comme Total, comme Eni, comme Esso, comme Chevron qui disent nous c'est 15 jours, il faut faire 15 jours. Puis il y en a un autre qui va dire nous c'est 10 jours. Donc j'ai commencé une quarantaine parce que je devais aller travailler chez Eni. Il y a eu un accident sur un bateau qui travaillait pour Total, il y a un chef qui s'est blessé. Il se trouvait que j'étais le plan B pour remplacer ce chef-là.
On m'a dit, bah écoute, tu vas remplacer chez Tableau. J'ai dit, pas de problème. Sauf que tu sais pas pour le même client. J'avais déjà fait 12 jours de quarantaine donc, chez Eni. Il m'a dit, non, il faut que tu ailles travailler chez Total. Voilà, pas de problème, j'ai déjà fait ma quarantaine. Non, il faut que tu recommences le protocole. Donc un chauffeur est venu me chercher dans un hôtel où je suivais le protocole Eni. J'ai fait 3 km de bus, ça m'a fait du bien parce que ça faisait 12 jours que j'étais enfermé dans la piole. Et pour recommencer après 14 jours dans un autre hôtel pour suivre un autre protocole de l'autre client. Donc ouais, là c'était dur. Bon, les fenêtres ne souffrent que de ça au 5e ou 6e étage. Donc je pense que c'est une raison aussi qu'on ne puisse pas ouvrir les fenêtres en grand. Faut pas être fragile, quoi. Ah oui, c'est pas une bonne saison pour relire Kafka là, quand on est marin de commerce. Non, je prends des livres et j'ai pris des livres qui n'étaient pas... Je ne prendrais plus ce genre de livre-là. Je prendrais des choses beaucoup plus légères et drôles que les livres que j'ai pris pendant ma quarantaine. C'est certain, je ne ferais plus cette erreur-là. Et au niveau des personnes avec lesquelles vous travaillez, et après, n'hésitez pas à le seconder parce que, merci beaucoup pour cet échange. Au niveau des personnes avec lesquelles vous travaillez avec des nationalités différentes, vous avez des échos un peu différents? Oui, il y a certaines nationalités, il en parlait tout à l'heure, comme là j'avais un second philippin, le pauvre il doit passer par Manille, il doit faire une quarantaine encore en arrivant à Manille. Quand il veut rentrer chez lui, on leur impose des fois encore une quarantaine. Si par malheur il tourne avec un Français qui lui tourne en 8 semaines, ben lui il passe 2 semaines à la maison, il faut qu'il revienne, quoi. Donc oui, les gars poussent les compagnies, ils disent non, moi je reste, quoi. Moi je reste parce que c'est pas moi que vous allez ramener pour remplacer le Français, puisque j'aurai pas assez de temps à la maison, mais ça veut dire que quand est-ce que je vais revenir à bord? C'est-à-dire quand est-ce que je vais retoucher un salaire? Donc les gars demandent à faire plus de temps à bord. Les pays de l'Est, pareil, hein, Polonais, Croates, Ukrainiens, ils demandent à faire plus de temps alors qu'ils en font déjà beaucoup, quoi. Et pour revenir justement sur les quarantaines, ces personnes-là sont payées 28% de leur salaire. Pendant la quarantaine. C'est-à-dire que moi j'ai de la chance d'avoir un contrat français. À partir du jour où je pars de chez moi, je suis considéré comme embarqué, que je sois en transit dans l'avion, que je passe 10 jours, j'ai passé 28 jours à l'hôtel, c'est comme si j'avais passé 28 jours à bord. Pour ma retraite, pour tout, pour la sécurité sociale, pour tout, c'est comme si j'avais passé 28 jours à bord. Le Philippin qui est dans la piole juste à côté de moi, pendant 28 jours, il va toucher 28% de son salaire. Et ça c'est dur, quoi. Même pour eux, le fait de ne pas avoir l'information, ils sont là, mais quand est-ce qu'on va aller à bord, quoi? Parce que moi j'ai besoin qu'on me paye 100% de mon salaire, en sachant déjà que 100% de leur salaire, c'est pas mirobolant, quoi. Donc ouais, ça aussi pour eux, c'est très très dur. Merci beaucoup. De rien. Oui, alors vos témoignages, les 2 témoignages d'ailleurs sont fort intéressants, sont utiles sans doute aussi, et c'est dommage qu'on n'entende pas suffisamment les autres marins s'exprimer. Donc merci d'avoir encouragé ce témoignage. J'ai envie de dire, pour les navires battant pavillon français, je vais rebondir, j'entendais qu'il fallait 5 kg d'oxygène. Pourtant, dorénavant, et depuis 1991, un peu plus loin pour les navires, la réglementation maritime, mais il y a une obligation d'évaluation des risques et une réponse adaptée. Je voulais savoir si, selon votre connaissance, les armateurs français, je ne sais pas si vos armateurs sont français, donc ce serait intéressant d'avoir votre réponse, ont pris en compte sur le plan médical cette possibilité, ce risque d'avoir une victime à bord, et donc ces 5 kilos ne sont pas suffisants. Ça, c'est ma première question. Le deuxième point, c'est moins une question qu'un rappel, c'est que la MLC, ça a été dit, puisque tout à l'heure j'entendais le statut du marin, la Convention maritime internationale, elle donne des garanties. En fait, c'est un socle minimum international qui s'applique, et y compris en matière de santé et de sécurité, d'organisation du temps de travail, etc. Et je ne suis pas sûr que là, j'étais un peu surpris que l'intervenant d'ISMAR, moi j'aime beaucoup leurs articles, parce que vraiment ils sont fouillés, qu'il n'ait pas évoqué parce que c'est certes pas un statut du marin, mais ça porte aussi bien sur le contrat d'engagement maritime et sur d'autres dispositions.
Et peut-être que c'est trop méconnu, premièrement. Et deuxièmement, on a un corps de contrôle, c'est les centres de sécurité des navires, hein, qui sont chargés de faire appliquer. En fait, ils font de l'inspection du travail international, sous réserve du corps d'inspection du travail du secteur maritime, qui contrôle aussi la MLC. Hein. Il y a 21 points, et ils se partagent un peu les compétences, mais pour les navires étrangers, c'est le centre de sécurité des navires. Là, c'est à titre d'info. Donc je reviens sur ma question un peu, comment le risque sur les pavillons français, le vote par exemple, est pris en compte, comment vous, en tant que responsable, je ne sais pas à quel niveau, vous êtes intégré au processus de prise en charge de ce problème-là, puisqu'on pose le problème de la Covid. Merci. A priori, en fait, la dotation médicale n'est pas du fait de l'armement. C'est une réglementation. Lorsque le bateau est mis en service, les affaires maritimes contrôlent que la dotation médicale correspond à ce qu'il va faire. C'est une dotation internationale, enfin, c'est une réglementation internationale. Oui, tout à fait. Mais concernant la dotation d'oxygène, dans le cas particulier, effectivement, il y a eu un petit effort de fait en doublant. Mais c'est insignifiant, parce que 5 heures, 10 heures, bon, le bateau est à plusieurs jours d'une côte, ça ne règle pas du tout le problème, en admettant qu'il n'y a qu'un malade du Covid. Hein, donc voilà, il y a eu un petit effort de fait, mais pas suffisant. Mais là, c'est en réaction, j'entends bien, mais l'armateur, il est responsable de la santé et de la sécurité, ça veut dire que lui doit quand même évaluer, prendre en compte. Et si... Oui, après l'armateur peut mettre à bord de son bateau ce qu'il entend. Mais c'est vrai que ça ferait quand même un stock d'oxygène très important, hein, parce que les bateaux sont parfois à 7 jours de mer. Bon, après... Et c'est souvent la partie, et c'est vrai que je ne me suis pas trop renseigné sur tout ce qui était... les dotations oxygène qui ont été augmentées. Les compagnies ont fait des efforts puisqu'on a eu bien évidemment dès le début des protocoles à respecter. On a été fourni très rapidement en masque, en gel. On a mis en place quand même des protocoles pour les agents, pour les autorités qui viennent à bord. Enfin, vraiment, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Et il faut savoir aussi que sur les dotations, dans certains pays d'Afrique où je travaille, c'est extrêmement compliqué de recevoir même les dotations. C'est très très compliqué. Des fois, c'est des bateaux qui partent en arrêt technique dans d'autres pays où il est plus simple d'avoir les médicaments, qui nous les ramènent, quoi. Donc des fois, gardez vos médicaments, même périmés de certaines dotations, et quand ce bateau-là viendra, on ne sait pas quand, peut-être dans une semaine, peut-être dans 10 jours, vous pourrez remettre vos dotations à jour. Mais c'est toujours, dans certains pays d'Afrique, c'est très compliqué de recevoir, d'avoir toutes les dotations vraiment claires, remplies. Alors, il y aura sûrement les personnes plus compétentes comme les capitaines et les seconds capitaines de la compagnie pour en parler, mais pour les entendre, eux, en parler, c'est très compliqué. Ouais. Alors pour l'oxygène, je ne pourrais pas vous répondre malheureusement.